Bonsoir, bienvenue pour le 23h. Dans l'actualité ce soir, le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu aujourd'hui avec la ministre rwandaise des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'Afrique de l'Est. Elle est l'envoyée spéciale du président rwandais Paul Kagame. Le grand angle ce soir est consacré à la rentrée des classes pour l'année scolaire 2018-2019. Quelle était l'ambiance ce lundi dans les établissements? La reprise des cours est-elle effective? Nous serons également en compagnie de deux nouveaux enseignants qui ont leur première année scolaire. Les producteurs de noix de cajou dans la ville de Bondoukou sont contrariés parce qu'ils n'arrivent pas à enlever les produits des magasins assez rapidement pour exportation. Certains acheteurs vont donc vendre leurs produits vers le Ghana voisin. Dans ce journal, nous plancherons sur cet acte illégal érigé en système à Bondoukou. Ce sera tout à l'heure. Merci de suivre cette édition. Il y a eu une audience cet après-midi au palais présidentiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu la ministre rwandaise des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'Afrique de l'Est. Elle est l'envoyée spéciale du président rwandais Paul Kagame. Viviane Aïmé. Candidate au poste de secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'Afrique de l'Est, Mme Louise Mushikiwabo, s'engage dans cette compétition créditée d'un large soutien sur le continent africain. Envoyée du président rwandais auprès de son homologue ivoirien, la visite de la ministre rwandaise avait un but d'échange avec le président de la République Alassane Ouattara sur les priorités qu'elle entend défendre à ce poste. J'ai déjà le soutien de la Côte d'Ivoire puisque toute l'Afrique m'a soutenu lors du dernier sommet de Nouakchott de l'Union africaine. Mais il était important pour moi de venir ici officiellement en tant que candidate de la part du président de la République du Rwanda, qui est un grand ami, un frère du président Ouattara, pour recueillir ses idées par rapport à l'Organisation internationale de la francophonie. Avant le sommet de la francophonie qui se tient à Erevan dans exactement un mois, je voulais prendre un petit peu de sa sagesse, de son expérience, de sa connaissance de l'organisation et aussi de partager un petit peu mes priorités par rapport à l'organisation, être sûr d'avoir échangé avec les autorités ivoiriennes avant le sommet. La Canadienne Michaëlle Jean est depuis le 1er janvier 2015 l'actuelle secrétaire générale de l'OIF. Son mandat s'achève en 2018. La désignation du prochain secrétaire général aura lieu au mois d'octobre prochain, lors du 17e sommet qui aura lieu en Arménie. La candidate du Rwanda, également candidate de l'Afrique, bénéficie d'ores et déjà du soutien du chef de l'État français, qui l'a fait savoir lors de la visite du président rwandais Paul Kagame à l'Élysée le 23 mai dernier. La rentrée des classes, c'était aujourd'hui. Pour ce premier jour de la rentrée scolaire 2018-2019, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est rendu au lycée classique d'Abidjan. Il est allé constater la reprise effective des cours et par la même occasion encourager les élèves. Alexis Ouedraogo. Un visiteur inattendu pour ce premier jour de classe au lycée classique d'Abidjan, Amadou Gon Coulibaly s'invite dans les salles de classe. Chaude poignée de main, petits mots encourageants, le Premier ministre s'assure que tout se passe pour le mieux. Une visite qui réjouit élèves et enseignants. C'est une motivation pour nous, c'est pour nous dire de se mettre au travail. Savoir que le Premier ministre de votre pays vient dans votre classe, ça permet de dire que peut-être demain moi aussi serai Premier ministre, donc ça va les encourager. Aux côtés du chef du gouvernement, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, ne cache pas sa joie d'avoir ce soutien de taille. Avec elle, les syndicats inscrits dans une trêve sociale qui permet une rentrée scolaire sereine. Je suis heureux en arrivant ici de voir que M. Nyanyazati était présent puisqu'il est un des signataires de l'accord sur la trêve sociale. J'imagine que par sa présence, c'est la réaffirmation de ce que les accords qui ont été signés
seront respectés donc par tous et que cette année qui commence, dans les conditions que nous voyons et que Mme vient de signifier, se déroulera de manière donc paisible, et ceci pour le bien de nos enfants, puisque en tout état de cause, c'est cela donc la priorité donc pour tout le monde. Pour cette rentrée 2018, plusieurs réalisations enrichissent le patrimoine de l'éducation nationale. 4600 classes, 30 nouveaux collèges, 2500 professeurs et 1000 éducateurs recrutés. Le gouvernement est toutefois conscient que beaucoup reste à faire. Il y a encore des déficits ici et là. Et nous allons donc continuer donc de travailler pour pouvoir donc faire face à l'ensemble de ces préoccupations. Cette année, ils sont un peu plus de 7 millions d'élèves à être inscrits sur toute l'étendue du territoire. Une année académique placée sous le thème civisme et engagement. Le thème de la rentrée, Madame le ministre, est aussi un thème, je crois, pour l'ensemble des Ivoiriens. Nous devons appeler donc nos compatriotes, c'est vrai, à beaucoup plus de civisme. Et nous devons aussi appeler nos compatriotes à encore plus d'engagement pour l'intérêt général, d'engagement pour la chose publique. C'est important. Mais c'est extrêmement important que nous commencions à l'inculquer aux enfants maintenant, parce qu'eux sont les responsables donc de demain. Amadou Gon Coulibaly a tenu à rappeler la ferme volonté du chef de l'État d'avoir en Côte d'Ivoire une éducation de qualité. Le Premier ministre a pour finir souhaité une belle année académique aux acteurs du monde de l'éducation. Pour donner le top départ de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, était aujourd'hui au groupe scolaire Adien dans la commune de Cocody. Elle a encouragé les élèves et invité les parents d'élèves à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Grâce Kando. Groupe scolaire Adien dans la commune de Cocody. Il est un peu plus de 7 heures. Pour ce premier jour de la rentrée scolaire, certains élèves sont accompagnés de leurs parents. Le devoir pour un parent, quand même, pour un premier jour, c'est d'accompagner son enfant, pour l'encourager. Pas parce qu'il a peur, mais pour l'encourager. Je suis contente de retrouver mes amis après les vacances. J'ai bien travaillé cette année pour passer au CM1. 8 heures, le démarrage des cours dans cette classe de CE2. Nous avons décidé de faire une révision avec les enfants pour les mettre à niveau. Comme ils sont allés en vacances, ils ont oublié beaucoup de choses. Il faut les mettre dans le bain. En attendant l'emploi du temps, le véritable emploi du temps de cette année. Ici, l'heure est à la prise de contact avec les élèves. Sur un effectif de 36 élèves, nous avons 36 élèves en classe de CE1 qui sont présents. Je viens d'être affecté dans cette école, donc c'est la première fois que je rencontre différents élèves. Donc je vais apprendre d'abord à les connaître individuellement. 9 heures, la ministre de l'Éducation nationale fait son arrivée dans cet établissement. Les enfants sont rassemblés pour le salut aux couleurs. La ministre effectue ensuite une visite dans les salles de classe pour encourager les élèves. Occasion pour elle de lancer un appel aux parents pour une plus forte implication dans l'éducation de leurs enfants. Que les parents nous aident à aider leurs enfants, qui sont aussi les nôtres. Ce qu'on vous demande, quand les enfants sont à la maison, il faut les encourager à étudier, c'est important. Le maître ou la maîtresse fait ce qu'il peut ou ce qu'elle peut. Elle donne les cours. Mais l'enfant doit réviser ces cours-là. L'enfant doit faire des exercices. Et comme ça, s'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, quand il revient le lendemain, il peut poser la question à son maître ou alors à sa maîtresse. Ce que nous vous demandons, c'est de suivre les enfants à la maison. Pour cette année scolaire 2018-2019, ce sont 7 millions d'enfants qui sont attendus et le thème retenu est « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Chaque année, près de 5 000 enseignants du primaire et du secondaire sont formés dans le pays. La rentrée scolaire est aussi la leur. Nos reporters Didier Nguessan et Christelle Menant ont suivi 2 nouveaux enseignants qui ont leur première année scolaire. Regardez. 232 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire Obodjikro, dans le département d'Agboville. Comme eux, Stéphane fait également sa rentrée des classes, la toute première en tant qu'enseignant d'école primaire. Il vient d'être affecté dans la ville et n'a pas encore de logement. C'est son collègue qui l'héberge. C'est ici on se débrouille. C'est pas le luxe, mais c'est bon. On fait avec.
Ouais, il n'y a pas de meubles, c'est difficile pour faire les fiches. Souvent, on travaille tard, jusqu'à 23h, minuit. L'accès aussi au quartier est un peu difficile. Au-delà de ça, c'est le métier que nous avons choisi. On n'a pas de grands moyens présentement, mais on fait tout pour avoir un bon résultat. Entre deux cours, les instituteurs déjeunent rapidement. Tu as déjà commencé à te chausser. On reprend à 14h. 2 km séparent le domicile de l'école, soit 8 km de marche chaque jour. Stéphane ne dispose pas de mobilette comme la plupart des enseignants de son école. Il attend, pour se l'offrir, le fameux rappel. Le rappel, c'est le cumul de salaire que le nouveau fonctionnaire perçoit après ses premiers mois d'activité sans solde. En attendant de le recevoir, l'instituteur ne ménage pas ses efforts. Il faut d'abord établir les fiches. Il faut mentalement être prêt, voir d'abord comment véhiculer le message en fonction de la leçon, que les enfants soient attentifs. Stéphane a dans sa classe une élève en situation de handicap dans le cadre du projet Éducation inclusive. Projet pour lequel l'enseignant a reçu une formation sur le langage des signes. Venir ici avec les autres élèves, de la même manière, donc ils ont leur objectif, c'est-à-dire travailler bien en classe, avoir de bonnes notes et passer en classe supérieure. Moi aussi, j'ai mes objectifs, les encourager, animer la classe et leur permettre d'avoir de bons résultats et passer tous en classe supérieure, de sorte à faire un 100% à la fin de l'année. Ils viennent de Carrefour, on sait qu'ils ont été formés là-bas, mais bon, c'est selon le travail qu'ils vont faire, on saura vraiment si la compétence y est. En tant que parent d'élèves, je préfère les juger au résultat. Commencer à travailler loin de chez soi et pas toujours dans les meilleures conditions. Certains parents d'élèves ont conscience de ces difficultés et n'hésitent pas à aider avec des vivres ou en trouvant un tuteur à ces nouveaux venus. À Agboville ici, nous connaissons, il a des problèmes. D'abord, problème d'hébergement et tout ça là. Et donc, vraiment, si le besoin se faisait sentir, moi, personnellement, je suis prêt à l'aider dans ce sens-là. Tout le monde ne peut pas rester à Abidjan, tout le monde ne peut pas rester à Agboville, ni à Boaké, ni à Toumoudi, parce qu'il y a des écoles un peu partout dans des campements. Acceptez votre lieu d'affectation. En 2018, 41 000 candidats ont postulé pour 5 000 places d'enseignants dans le primaire. Les enseignants recrutés sont formés au Centre d'animation et de formation pédagogique, CAFOP, pendant 1 an, avant d'être mis en stage sur le terrain pour la même durée. Chaque année, 3 500 instituteurs en moyenne sont formés dans les 16 CAFOP que compte le pays. Autre niveau d'enseignement, autre novice. Ghislain a été affecté comme professeur de français au lycée technique de Cocody. Pour réussir sa rentrée des classes, il peut compter sur le conseil d'enseignement. Ici, nous travaillons en équipe, nous préparons nos fiches ensemble, nous choisissons nos tests ensemble et nous leur avons donc demandé de faire un effort pour pouvoir s'intégrer. En salle des profs, Ghislain, motivé, prépare son cours avec l'aide d'un devancier plus expérimenté. Pas de classe d'examen pour sa première année. Le novice devra faire ses armes avec les classes intermédiaires. Voilà, donc je dis comme hier, je vous l'avais expliqué, j'ai un cours d'expression écrite. Formé à l'approche par les compétences, APC, le nouveau système d'enseignement dispensé à l'École normale supérieure, ENS, Ghislain entend mettre en application ses acquis. C'est une occasion pour nous de transmettre à ceux qui sont déjà sur le terrain les changements, les modifications qui ont pu avoir lieu lors de la formation que nous avons reçue. Cet enseignant qui arrive établit avec tous les éléments qu'il a reçus en formation, cette relation de confiance désormais qui doit exister entre apprenants et pédagogues. Une approche qui ne laisse pas indifférents les apprenants. Je ne savais pas vraiment que c'était un nouveau professeur dans cet établissement. Mais il enseigne très bien, il est rigoureux, sa manière d'enseigner me plaît. Au fil des années, les enseignants feront leurs preuves en honorant ou non cette noble mission. En fin de carrière, chacun d'eux peut se targuer d'avoir ouvert les portes du savoir à une moyenne de 1500 élèves. Avant de poursuivre cette information, demain mardi 11 septembre, juste après le journal de 20h, vous suivrez votre émission spéciale sur l'école ivoirienne. Faut-il repenser notre système éducatif et comment? Lassine Fofana recevra en direct à partir de 20h50 des enseignants, des chercheurs, des parents d'élèves pour répondre à cette question. Pour participer à cet échange, vous pourrez appeler le 22 40 12 58.
Un incendie s'est déclaré ce lundi à Kouedo village dans la commune de Cocody aux environs de 19 h. Des dizaines d'habitations sont parties en fumée. Les éléments de la première compagnie de sapeurs-pompiers de l'Indénié arrivés sur les lieux peu avant 20 h ont pu circonscrire le feu. Le bilan partiel fait état de nombreux dégâts matériels, mais pas de perte en vie humaine. Une enquête est prévue pour connaître les causes du drame et situer les responsabilités. Pour l'heure, de nombreuses familles sont sans toit et ne savent où passer la nuit. C'est le constat de nos reporters Guy-Roger Nguessan et Traoré Zakaria. Ils nous donneront plus d'informations lors de nos prochaines éditions. Une élève en classe de CM1 à l'EPP Guy Trozon aurait été violée par un instituteur et directeur de cette école. Depuis samedi dernier, la photo de cette fillette circule sur la toile. Informées, les autorités ont ordonné son transfert à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville pour une prise en charge totale. Elle y est depuis ce matin. 3 membres du gouvernement sont allés s'enquérir de l'état de santé de la fillette et ont tenté de savoir si les faits sont avérés. Écoutons les propos du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aolé Akaegène, à ce sujet. Les soins donc ont commencé et il nous appartient de venir saluer et la petite fille, connaître son état, saluer la famille et avoir toutes les informations utiles avec les praticiens d'ici qui l'ont pris en charge. Il faut garder toute sa sérénité en toutes circonstances. Il n'y a que les spécialistes, les médecins, les juges qui pourront de façon définitive parler de viol ou pas. Pour éviter le maximum d'accidents et changer le regard des populations à leur endroit, les chauffeurs de la ville d'Abidjan ont décidé de suivre une formation. Elle est initiée par le ministère de l'Artisanat avec la participation du ministère des Transports. Le lancement de la phase pratique a eu lieu à l'hôtel communal de Cocody. Davis Oyo, Serge Kolia. Selon les chiffres officiels fournis par l'Office de la sécurité routière, 94% des accidents de la circulation sont liés à des facteurs humains. Entre autres, l'alcool au volant, le non-respect du code de la route, l'indiscipline des chauffeurs. Pour assainir le milieu, le ministère de l'Artisanat a initié un programme dénommé « Caravane de recyclage des chauffeurs professionnels ». Il s'agit de réduire considérablement le nombre d'accidents de la route et surtout d'amener au changement de comportement. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir un permis pour être chauffeur professionnel. Il faut accompagner ce permis par un ensemble de formations, un ensemble de connaissances qui puissent permettre à ce chauffeur qui contribue énormément à la circulation des biens et des personnes d'être bien formé, de savoir quelle est sa mission, de connaître aussi ses limites. Cette formation d'1 mois concerne les chauffeurs de mini-cars, communément appelés Baka, les autobus, les gros camions, les taxis communaux appelés Wororo et intercommunaux, les taxis compteurs, sans oublier les tricycles. La formation comprend 2 phases. La phase théorique concerne des formations en plénière, donc les modules, la circulation routière, il y a la cartographie, il y a la connaissance technique du véhicule avec les nouvelles technologies, etc. Il y a la psychologie. Après, nous partons à la phase pratique. Ils sont évalués sur leur propre véhicule. Si vous prenez un chauffeur de Baka qui quitte Adjamé pour aller sur Niangon, il rentrera dans le véhicule, il y a des évaluateurs qui sont là, il y a des psychologues, des moniteurs qui sont là et il y a un évaluateur anonyme qui notera aussi. Et tout ça, l'un dans l'autre, nous sortons des données statistiques bien claires. Parmi les chauffeurs qui prennent part à cette formation figure une fille. Moi, ça me fait un bout de temps que je suis dans le transport, que je roule à Cocody ici. J'ai roulé même Baka, que ce soit taxi, compteur, Woro, je sais rouler gros camion, tout ça là, parce que moi, je veux toujours avancer. Donc, quand on parle de formation, je me sens tout juste concernée. Je veux toujours perfectionner et aller de l'avant. Depuis le lancement de la caravane en 2014, 630 chauffeurs ont été formés dans la ville d'Abidjan. Pour cette 4e édition, 150 chauffeurs bénéficient de la formation.
Dans le domaine de l'agriculture, des responsables du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA étaient dans les régions de la Mé, de l'Indénié, du Ablin, du Poro et du Kabadougou. Objectif, sensibiliser les populations à adhérer au projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher. Un projet qui a débuté en août dernier et financé par l'Union européenne à hauteur d'11 millions de francs CFA. Francis Boifou. Les cultures maraîchères occupent près de 60% de femmes et de jeunes dans les zones rurales et périurbaines. Ces producteurs peinent à satisfaire la demande nationale. Tenez, alors que le plan directeur de l'horticulture 2006-2025 prévoit un besoin de consommation évalué à 2 100 000 tonnes en 2020, la production nationale de légumes était estimée à plus de 850 000 tonnes en 2010, soit un gap de 1 250 000 tonnes. Le démarrage des activités du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers Pro-2M dans 21 régions de la Côte d'Ivoire devrait satisfaire ce besoin en produits maraîchers. Le Pro-2M sera exécuté sur 4 ans avec une production maraîchère annuelle de 11 000 tonnes effectuée par 2 500 producteurs à travers la production sous serre, l'irrigation, la mécanisation et la professionnalisation des acteurs. Un accent est mis sur le développement des partenariats entre producteurs et acheteurs en vue de commercialiser 80% des productions. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA est chargé de la mise en œuvre de ce projet financé par l'Union européenne à plus de 11 milliards 150 millions de francs CFA. Récemment, les responsables du FIRCA étaient à Adzopé, Albengrou, Korogo et Odiéné pour sensibiliser les paysans à adhérer au Pro-2M. Il prend en compte la mécanisation, la transformation, la commercialisation et surtout la production de manioc au frais à partir des boutures offertes par le Centre suisse de recherche scientifique à des pépiniéristes. Maintenant, nous allons avoir du manioc, de la bonne qualité du manioc. Parce qu'avec ce qu'on a au village, il y a trop de fibres dedans. Bon, les boutures qu'on va nous donner maintenant, ça sera bien. Et puis, on va avoir de l'argent maintenant. Sont concernés par le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers les femmes, les jeunes et les groupes d'agro-entrepreneurs disposant de terres agricoles en propre ou en location et ayant un business plan simplifié. Ils peuvent se faire identifier dans les directions régionales du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. On s'intéresse à la noix de cajou fortement produite dans la région de Bondoukou. Les producteurs sont très satisfaits de leur performance, mais très contrariés également, vu qu'ils n'arrivent pas à enlever les produits assez rapidement des magasins pour exportation. Conséquence, certains acheteurs et acteurs de la filière vont vendre leurs noix de cajou vers le Ghana voisin. Un acte illégal érigé en système à Bondoukou, malgré les efforts fournis par le gouvernement pour lutter contre la fuite des produits d'exportation vers les pays voisins. Eugène Atoubi. Voici l'une des nombreuses routes pour accéder au Ghana à partir de Bondoukou. Sur cet axe, l'on a compté 4 barrages tenus par une force mixte, dont la mission première est d'empêcher la sortie frauduleuse de l'anacarde de la Côte d'Ivoire vers le Ghana. Mais le terrain donne à voir une autre réalité déconcertante. On a appris qu'il y avait 100 camions qui devaient rentrer. Donc nous sommes venus faire un blocus avec nos véhicules venus informer le corridor où il y avait tous les corps qui étaient présentés, qu'il ne pas laisser les camions passer. Donc, à notre grande surprise, quand les camions ont commencé à venir, ils ont tiré la S et puis chacun s'est cherché. Les forces de l'ordre qui doivent correctement faire leur travail ne disposent pas suffisamment de moyens pour le faire. Et puis il y a le désœuvrement, le chômage des jeunes. Les opérateurs économiques cupides utilisent ces jeunes gens pendant la campagne, on leur distribue un peu d'argent. Et puis ces jeunes gens s'en prennent aux forces de l'ordre quand elles font leur travail. Les hommes en tenue chargés de la lutte contre la sortie frauduleuse des noix de cajou attendent toujours de bénéficier d'un équipement adéquat en cohérence avec leur mission. La persistance du phénomène a conduit le Conseil du coton et de l'anacarde à mettre sur pied la FIM, Force d'intervention mobile, une sorte de force spéciale chargée de lutter contre la fuite de l'anacarde. Une opération baptisée Cajou Protégé a même été lancée en collaboration avec le Comité national de veille pour renforcer la lutte. Ces actions soutenues par les autorités préfectorales ont suscité beaucoup d'espoir.
espoir vite déçu. Pour bien d'observateurs, 2 raisons majeures sont à relever. D'abord, l'hostilité de ceux qui favorisent le phénomène et qui en tirent le maximum de profit. Ensuite, les difficultés liées à la commercialisation même. C'est la mort dans l'âme que nous assistons. Au moins pour cette année, enlever le produit des mains de nos producteurs et puis par la suite, pour les campagnes à venir, régler véritablement de manière durable la question de la frontière. Qu'est-ce qui se passe pour que les Ivoiriens décident d'aller vendre les richesses de nos pays aux pays voisins? Les agréments que les gens payent, les fiches de transfert, les cartes de pisteurs. Si aujourd'hui il n'y a pas de l'argent sur le terrain, le coton en acade pouvait reverser ça aux acheteurs pour qu'ils puissent enlever ça dans la main des producteurs. En ce moment, quand ils vont avoir de l'argent, ils vont venir prendre le produit. Selon le Comité national de veille et le Conseil coton-anacarde, la campagne 2018 est celle où l'on observe la plus forte recrudescence du phénomène de fuite de l'anacarde vers le Ghana ces 5 dernières années. À Tissié, porte de sortie de l'anacarde, 3 jours en moyenne dans la semaine, des colonnes de camions de 30 à 40 tonnes passent tranquillement la frontière, déchargent leur cargaison et repartent tranquilles. Nous sommes venus en pleine traite. Il y a déjà une unité qui est venue ici par rapport à sa opération à cajou protégé. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont même pas encore arrêté un camion. Pourtant, il y a les bruits qui courent un peu partout. Une peine de 2 à 10 ans de prison quand c'est avéré que tu fais ce trafic-là. Mais malgré ça, d'autres pensent que c'est légal. Chaque fois que les éléments des forces de l'ordre interviennent pour arraisonner des cargaisons, ce sont des jeunes gens surexcités, instrumentalisés par les trafiquants, qui s'en prennent à nos éléments des forces de l'ordre. Et souvent, pour éviter les bavures policières, nos forces de l'ordre sont obligées de baisser la garde, de se retirer. Alors, question. Le Conseil coton-anacarde a-t-il communiqué sur l'enjeu de toutes les mesures prises contre ce fléau et ce que paie la Côte d'Ivoire? A-t-on suffisamment mesuré l'environnement de Bandoukou et son particularisme socio-culturel? L'arrêté préfectoral en vigueur contre la fuite de l'anacarde à Bandoukou a-t-il été suffisamment expliqué dans tout son sens et toute sa portée? Les producteurs et les acheteurs, et même le Comité national de veille à Bandoukou, ont vite fait d'épingler le Conseil coton-anacarde, taxé d'indolence et d'inertie. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un représentant de conseil qui est venu pour comprendre le problème des paysans et qui comprend le problème des acheteurs. Il y en a pas. Non, il n'échange pas avec nous. Quand tu parles, il dit non, ça dépend de en haut. On ne sait pas qui est en haut, on ne sait pas qui est en bas. On a fait une réunion avec tous les préfets de la région pour qu'ensemble on trouve une stratégie commune. On va continuer toujours de sensibiliser les populations afin qu'elles comprennent la nécessité de vendre leurs produits en Côte d'Ivoire. La campagne en 2018 de la commercialisation de l'anacarde dans la région de Bandoukou est comparée à une dangereuse connexion pour toute la nébuleuse dont elle s'est couverte. Si chacun ne joue pas sa partition, on ne fait que dénoncer. Mais pour la répression, il faut les forces de l'ordre. Quand ils même nous disent qu'ils sont forcés. Bon, toutes les autorités de la ville, en tout cas, elles sont au courant. On a fait des courriers, on allait les voir, on leur a dit tout, mais c'est la même chose. Nous voudrions que les effectifs soient renforcés et que des moyens conséquents, adéquats, soient mis à la disposition des forces de l'ordre pour qu'elles puissent faire correctement leur travail. Chose frappante, les parrains, si on peut les appeler ainsi, qui organisent les convois de camions entiers vers le Ghana sont connus. Au nombre de ceux-ci, les acheteurs et les exportateurs très puissants de la filière cajou, responsables présumés de menaces, violences physiques et séquestration. Ils ont admirablement réussi à imposer la loi du silence grâce à leur méthode mafieuse. Voici à présent le point de l'actualité internationale. Première destination, le Mali, où le nouveau gouvernement compte en son sein une nouvelle chef de la diplomatie. Olivier Iriebi, Herman Guivé.
Depuis hier, le Mali a un nouveau gouvernement. La liste des membres a été publiée le 9 septembre à Bamako. Le nouveau gouvernement malien est composé de 32 membres contre 36 dans le précédent. L'on enregistre 12 départs, dont celui inattendu du ministre des Affaires étrangères, Thiéman Hubert Coulibaly, pourtant proche du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il est remplacé à ce poste par l'actuelle conseillère diplomatique du chef de l'État malien, Kamisa Camara, très connue dans les ONG, qui prend notamment la bonne gouvernance. Le nouveau gouvernement malien compte 11 femmes. La ville de Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest du Cameroun, est soumise à un nouveau régime de liberté. Un couvre-feu a été instauré depuis hier à la suite d'une attaque de sécessionnistes sur un convoi de bus dans le village d'Akoum, à quelques kilomètres de la ville de Bamenda. Bilan, un mort et plusieurs blessés. La région est depuis lors sous couvre-feu, des mesures loin d'intimider les combattants qui se réclament de l'Ambazonie, république indépendantiste de la région anglophone camerounaise. Les élections législatives de Suède, organisées dimanche, ont été marquées par une nouvelle progression de l'extrême droite. Les démocrates de Suède recueillent plus de 17% des suffrages. Comparé aux précédentes élections de 2014, le Parti des démocrates de Suède, anti-immigration et eurosceptique, enregistre une évolution de 4,7 points. Il réalise ainsi le gain le plus important parmi les partis avec 63 sièges au Parlement contre 49 auparavant. La coalition de centre-gauche devance légèrement l'alliance de droite avec 40,6% des voix contre 40,3%. Quant au résultat définitif de ces élections, le vote des 200 000 Suédois de l'étranger sera dépouillé mercredi. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai demain à la même heure.